Le changement en Afrique est inéluctable. Même si parfois ça prend du temps. Mais le nouveau vent montre que beaucoup de choses sont en train de changer. Tout est en train de basculer. Mais cependant, ça ne veut pas dire que tout est aussi acquis pour la jeunesse. Puisque parfois on a vu des jeunes présidents africains venir se transformer en véritables bourreaux. Tout un chacun se souvient d'Ali Bongo, qui, bien sûr, on nous disait, c'est un jeune président. Tout un chacun voit ce qui se passe au Tchad. Là-bas aussi, il y a eu un coup d'État constitutionnel, mais Mahamat est-il un exemple pour la jeunesse? On peut citer plusieurs exemples. Même Samuel Doué est arrivé au pouvoir étant trop jeune. A-t-il réussi cependant à incarner la jeunesse? Même les Obiangema sont arrivés au pouvoir étant jeunes. Mais aujourd'hui, ils sont devenus vieux. Même Biya est arrivé au pouvoir étant jeune. Ce n'est donc pas seulement la jeunesse qui en a tout. C'est surtout ce qu'on peut appeler l'amour de la patrie. Si on n'a pas l'amour de la patrie, si on n'a pas l'amour de l'Afrique, si on n'a pas l'amour du peuple, eh bien on finit toujours par le trahir. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, sont aussi déçus par la présidence de George Weah. George Weah a été applaudi, célèbre, ballon d'or, l'unique en Afrique, qui, quand il est arrivé au Libéria, a proclamé qu'il allait combattre non seulement la corruption, mais surtout le chômage, qu'il allait remettre les jeunes au travail. Eh bien, 2018, après son installation, on l'a vu un pas en action, puis, boum, le ballon d'essai, aujourd'hui, est presque troué. George Weah essaye de ramer, mais ne parvient pas aujourd'hui à mobiliser comme ce fut par le passé. La preuve, l'élection présidentielle du 10 octobre 2023 a fait trembler le chef d'État sortant du Libéria. Celui, le tombeur de Johnson Sirleaf, ne parvient pas à pouvoir convaincre actuellement son peuple. La preuve, c'est que Joseph Pikaï, d'ailleurs, a réussi presque à faire jeu égal avec George Weah en ce qui concerne le premier tour, lui qui croyait marquer un but, et puis fin de match. Non, ça va se jouer en prolongation, puisque George Weah, au premier tour, n'a récolté que environ 43,83% de suffrage. Or, son rival, lui aussi a eu 43,44%. Ce qui signifie que, entre les deux, il n'y a que 7000 voix. Et sachant qu'il y a 18 candidats qui ont été éliminés et qui peuvent s'opposer à George Weah, il faudrait donc que celui qui était accueilli comme un ange, comme un messie, qu'il puisse maintenant batailler fort pour pouvoir regrouper d'autres forces qui aujourd'hui ne sont plus avec George Weah. Et pourquoi? Parce que nous le décrions toujours. Ce qui tue l'Afrique, c'est la corruption. Et c'est aussi le fait que lorsqu'on devient chef d'État, on met à côté de soi des membres de famille ou des connaissances qu'on ne parvient pas à punir. George Weah s'est entouré par exemple d'un directeur de cabinet qui finalement est impliqué dans toutes sortes de magouilles. Il a d'ailleurs été décrié par les États-Unis comme étant la matrice, le moteur, le distributeur, le milieu du terrain de la mafia. Et d'ailleurs, même un de ses ministres, et même le procureur qui devrait donc sanctionner, lui-même aussi impliqué
dans ce qu'on peut appeler les délits hors normes, protégeant tous les malfrats. George Weah s'est donc retrouvé aujourd'hui totalement sali par la corruption. Et pourtant, s'il aurait été celui-là qui coupe rapidement ses tentacules, ce ne serait pas arrivé là. En fait, George Weah, bien évidemment, comme nous disons souvent, beaucoup ont des ambitions, mais n'ont pas le temps pour la politique. George Weah s'est installé en faisant 85 promesses à son peuple. Mais où en sommes-nous? Puisque George Weah, en fin de compte, n'a réalisé qu'à peine une dizaine de ses promesses. Et finalement, la seule promesse phare qu'il aurait réalisée est donc seulement ce qu'on peut dire, oui, l'université gratuite. Ce côté, on applaudit. L'éducation, c'est une très bonne chose. Mais ailleurs, George Weah est rentré encore dans ses prétentions et surtout a commencé à beaucoup s'interroger à son métier, le football. On a vu par exemple pendant la Coupe du Monde, George Weah, qui n'était là que pour son fils américain. Et il avait abandonné son pays pendant 40 jours. On ne savait pas là où il était. Juste parce qu'il suivait le ballon. George Weah pourra donc avoir de sérieuses difficultés pour sa réélection après un premier mandat qui n'a pas été véritablement un succès. Mais par contre, on voit de l'autre côté un autre qui, lui, aujourd'hui, est en train d'aller très très vite. C'est au Gabon. Nous pouvons critiquer des politiciens comme nous voulons, parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Mais on peut dire aujourd'hui que Oligui Nguema, lui, il est dans son jeu. Il est à fond dans son jeu politique depuis la destitution de Ali Bongo, alias le chauffeur de Lionel Messi. Lui, il est arrivé, il est entré directement dans le terrain. Pas besoin de faire des chauffements. Direct, attaque. Et les résultats, on les voit. Certes, on ne peut pas construire Paris en un jour, on ne peut pas reconstruire un Gabon détruit en 52 années de Bongo en un mois, 2 mois, mais on voit tout au moins des chantiers qui sont réalisés. Premier chantier, on voit par exemple aujourd'hui Oligui Nguema qui lui-même a relancé le chantier des voiries du Grand Libreville. Oui, il est descendu sur le terrain alors que certaines sociétés comme celle des Chinois disaient « Oh, attendez, on va prolonger, et donnez-nous encore ceci et cela. » Oligui est parti, il a fait sa tête comme ça. Il a regardé comme ça, il a dit « On ne finissait pas les travaux à la date indiquée, prison. » Oui, c'est comme ça qu'Oligui, lui, il est. Le général, là, lui, ne blague pas. Dès qu'il se place devant vous, vous avez vu, il regarde même le cahier des enfants comme ça, là, il fait. Il regarde la fille elle-même, elle a peur que, hey, le type, si, le père, s'il peut me dire prison, hein, s'il n'est pas bien pris les leçons. On voit donc un véritable changement qui est en train de s'opérer au Gabon par rapport à ces vieux qui sont assis là depuis. Comment pouvait-on imaginer que des chantiers qui tardent là depuis exactement comme ceux du Cameroun, qui ne finissent jamais, les constructions de routes ne finissent jamais. Aujourd'hui, on voit en un laps de temps les travaux qui sont en train de finir au Gabon. Ce n'est donc pas une question d'argent, puisqu'on nous disait que le Gabon était en crise. C'est une question de volonté politique, de présence d'un chef d'État sur des lieux. C'est lui qui impulse l'action politique. Alors, au Cameroun, qu'est-ce qu'on voit? Rien de tout cela. Paul Biya est complètement absent. Et on vient tout simplement lui dire, oui, tu avais inauguré telle maquette en telle ou telle année, je veux la médaille. Il pose la médaille.
L'autre vient de dire que, oh, la route de Yaoundé-Douala, là, reprend le budget, tout ça multiplié par 10. Les mêmes gens sont là depuis Nganou Djoumessi. Il n'a jamais fini un chantier. Regardez comment ça se passe, à peine au Gabon. Comment on peut comprendre ça? Que le Cameroun ne puisse pas finir un seul chantier de l'émergence 2035. Comment comprendre que le président du Gabon ait fait 14 ans sans poursuivre certains chantiers, enfin, c'était l'élève de Paul Biya, mais que celui qui vient le destituer, le général Oligui Nguema, à peine arrivé, on apprend qu'il a maintenant réinstitué, enfin, il a institué, il a officialisé, il a décidé, il a proclamé l'école gratuite au Gabon. Comment vous voulez comprendre ça? Que les bourses universitaires sont revenues au Gabon. Dites-moi, il a volé l'argent où? Ce n'est pas le même pays. Les gens qui nous disent souvent là que oh, le Saint-Paul Biya, vous savez qu'après lui là c'est machin et tout et tout et tout. Mais on voit ce qui se passe au Gabon. Ali Bongo est parti. Mais on voit des choses bouger. Au moins les parents ont été soulagés. Voilà Paul Biya qui est en train de bagarrer, il est incapable de payer les enseignants. Oligui Nguema vient et dit 1000 nouveaux postes budgétaires pour les enseignants. Mais dites-moi, alors qu'il est sanctionné, il est sanctionné suite à ce qu'on appelle coup d'État. Mais il prend cet argent où? Cela veut dire qu'il y a l'argent dans les caisses de l'État, mais que ces chefs d'État, comme les Biya, n'ont jamais voulu utiliser pour le bien de leur peuple, pour le bien de leur population. Puisqu'ils restent d'ailleurs dans leur palais, attendant la réélection, attendant bien évidemment les gens qui vont crier à gauche et à droite pour faire de la propagande et distribuer quelques sardines. Pas de patriotisme. Rien. Regardez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Gabon, Oligui Nguema a décidé que tous les marchés de moins de 150 millions de francs CFA doivent revenir aux Gabonais. Parce que sa formule, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, n'est pas xénophobe. Il dit le Gabon aux Gabonais d'abord. Ainsi, les PMI, les PME, donc les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, peuvent se développer au Gabon désormais. Alors que Ali Bongo, lui, pratiquement, c'était tout simplement pour des étrangers. Lorsqu'on essaie donc de regarder, aujourd'hui, ce que le Gabon fait et ce que les chefs d'État qui sont là depuis font, on se dit quand même, il y a un problème. Ce n'est pas si difficile d'être chef d'État, ce n'est pas si difficile de trouver des bons résultats. Mais regardez, le Cameroun, des Biya. On est en droit de se poser des questions. Où allons-nous? Où est-ce qu'il nous conduit? C'est ça. Parce qu'il n'y a pas une vision. Parce qu'au Cameroun, on fait la promotion des voleurs et on chasse toutes les têtes pensantes d'un pays. Voilà les enseignants. À cause de la dèche,
on découvre que plus de 1500 ont fui le Cameroun pour aller au Canada. Les médecins sont en train de fuir. Tout le monde est en train de fuir. Mais qui va donc rester développer le Cameroun là? Les ministres voleurs de Biya là, c'est eux qui vont développer le pays. Regardez au Gabon, le vice-premier ministre de l'époque d'Ali Bongo, il était parti en exil en 2016 parce qu'il avait dénoncé la fraude électorale. Mais qu'est-ce qu'Oligui Nguema a fait? Oligui Nguema l'a reconvoqué, l'a invité chez lui, lui a tendu la main et je lui ai dit, voici ton pays, viens faire quelque chose pour être le président du Conseil économique et social. Vous connaissez même qui est président du Conseil économique et social au Cameroun? Oh non, ça sert à quoi? Vous ne savez même pas. Parce que ce sont seulement des gouffres d'argent qui ne servent à rien. Et on ne peut jamais donner ça à quelqu'un qui a de l'expertise ou quelqu'un qui pourtant a été même du camp de ceci ou qui a été opposant. En réunissant la diaspora, on réussit à développer un pays. Un pays ne peut pas seulement se développer avec ceux qui sont au pays, en écartant ceux qui sont à l'étranger. Or, le régime Biya, on vous refuse les passeports, on vous refuse les cartes d'identité, on vous refuse tout. Et on ne fait que vous dire une seule chose, vous allez lire l'heure si vous allez rentrer ici. Quel est ce pays où on vous dit que vous allez lire l'heure si vous rentrez dans votre propre pays? Sachez-le. Ceux qui disaient ça au Gabon, ce sont eux qui sont aujourd'hui en prison. Ceux qui faisaient ça au Gabon, beaucoup aujourd'hui ont pris. Boum! Ils ont fui. Ils sont à l'étranger. Ceux qui croyaient qu'ils étaient forts au Gabon, et ils ont maintenant pris la direction des Sissongo. Est-ce que vous entendez encore l'émotion de soutien d'Ali Bongo? N'est-ce pas qu'il faisait les meetings dans les stades? N'est-ce pas qu'on voyait chaque fois comment est-ce que les gens l'encourageaient? Est-ce que vous avez vu une seule manifestation de soutien à Ali Bongo? Non. Ce sera donc ça pour Biya également. Parce que Biya, tout comme ces vieux chefs d'État, cette ancienne génération, ils n'ont rien fait. Ils n'aiment pas leur peuple. Ils ne sont pas là pour leur peuple. Oligui Nguema, même si aujourd'hui, n'a pas encore réussi à asseoir un certain développement, mais tout au moins, on peut dire, c'est un bon début. Et nous, nous sommes là. Lorsque c'est bon, on le dit. Lorsque c'est mauvais, on critique. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut. Ah oui, révolution du palais, mais toutes les révolutions viennent du palais, tous les coups d'État ont été commis au palais, non? Mais vous aussi, vous n'êtes pas au palais, mais c'est au palais que les coups d'État sont commis. Les autres ont commis les coups d'État où c'était hors du palais. Mais non, c'est toujours comme ça. Révolution du palais, j'entends ça. Mais si, moi, révolution du palais, fait de telle sorte qu'on mette l'épouse de l'ancien chef d'État en prison, le chef de l'État lui-même, allez, hop, bouche fermée, et tous ces autres, allez, prison et tout et tout. Moi, je préfère cette révolution du palais-là, parce qu'on ne va pas continuer avec les mêmes. Mieux cette révolution qui peut encore donner, insuffler de l'oxygène pour qu'on prenne une nouvelle direction et pour que ceux qui viendront ne commettent plus les mêmes erreurs. Cette erreur qui veut que les chefs d'État africains liquident totalement les ressources, les matières premières aux étrangers, qu'ils considèrent d'abord des sociétés étrangères comme étant celles-là qui doivent gagner seulement des marchés publics, qu'ils soient plus à regarder, à protéger les intérêts étrangers que leurs propres intérêts. Un chef d'État doit d'abord protéger ses intérêts. Or, Paul Biya ne les protège pas. Je vais vous le démontrer avec quelqu'un d'autre qui pourtant est aussi au Parlement. La méchanceté de Paul Biya
l'incapacité de Paul Biya et surtout sa seule vision, brader le Cameroun.